Quand les dinosaures eurent disparu, d'autres animaux se chargèrent de répandre la terreur à leur place. C'est en Argentine que des scientifiques ont découvert les ossements d'une nouvelle espèce de prédateur. Cette bête féroce, la plus redoutable de son époque, n'était ni un reptile, ni un mammifère, c'était un oiseau tueur. Dans le nord de l'Argentine, l'ombre de la chaîne des Andes se profile sur un désert lugubre. Écrasé de soleil tout au long de l'année, aride, inhospitalier, l'endroit est peu fréquenté. Des prédateurs géants se cachent dans ces collines. Ce sont des villageois qui, les premiers, ont trouvé d'énormes ossements dans le désert. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et de nombreux scientifiques se sont précipités avec l'espoir de découvrir de plus amples restes de ces mystérieuses créatures. Elmer Riggs, chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Chicago, conduisit l'une des premières expéditions parvenues sur place en 1926. Il se croyait sur les traces d'un grand mammifère préhistorique. Au lieu de cela, il découvrit avec stupéfaction le crâne d'un oiseau gigantesque. Cet oiseau n'était pas ordinaire. Son crâne était plus long que celui d'un cheval et son bec était coupant comme le verre. Il fut appelé Andalgalornis. Ce prédateur effrayant mesurait plus d'1,50 m de haut et pesait 125 kilos. Les oiseaux sont apparus il y a environ 150 millions d'années. La première espèce connue qui ait su voler était l'Archéoptérix. La plupart de ses descendants ont hérité de cette faculté, mais quelques-uns devinrent, curieusement, des oiseaux marcheurs. De même que l'autruche, l'Andalgalornis a perdu la capacité de voler, mais en échange, il s'est doté d'une impressionnante capacité de tuer. Aujourd'hui, les terres déshéritées du nord de l'Argentine sont dominées par les Andes, mais autrefois, il y a des millions d'années, la géographie de l'Amérique du Sud était différente. Il n'y avait pas encore de grandes chaînes montagneuses, juste de vastes plaines balayées par le vent et qui semblaient sans fin. L'Amérique du Sud était un continent distinct, isolé du reste du monde par les océans. Quand les oiseaux tueurs s'y sont développés, ils sont vite devenus les plus grands prédateurs de cette île gigantesque et leur suprématie a duré des millions d'années. Reprenant le flambeau des premières expéditions, le paléontologue Bob Chandler et son équipe du Muséum d'histoire naturelle de Floride sont venus étudier le repère de ces oiseaux carnivores. Nous allons fouiller les sédiments sur à peu près 50 mètres à partir de ce gisement de cendres. Les travaux de Chandler révèlent le terrible pouvoir de destruction des oiseaux tueurs. Ces oiseaux sont parmi les plus spectaculaires qui aient jamais vécu. Avec leur taille énorme, je crois qu'on peut les considérer comme les héritiers des dinosaures. Ce sont des oiseaux qui tuaient tout aussi efficacement que certains des plus gros dinosaures.
Ces oiseaux carnivores, appelés Phorus rhacoides, ont donné naissance à des espèces diversifiées. Aucun animal n'était à l'abri de ces bandes de tueurs, et aucun oiseau sur cette planète n'a jamais été aussi dangereux. Les uns étaient de taille moyenne, les autres gigantesques. Comparés à un autre oiseau de proie, comme le faucon, les oiseaux tueurs du type Andalgalornis occupaient une place à part. Ces créatures imposantes savaient tuer vite et bien grâce à leur bec coupant et à leurs mâchoires capables de broyer les os. Un autre tueur, dénommé Onactornis, affichait 250 kg et possédait un crâne d'1 mètre de long. Les oiseaux tueurs entrèrent en scène dès la disparition des dinosaures. Leur squelette nous renseigne sur ce monde à jamais perdu, un monde où les oiseaux régnaient en maîtres incontestés. Bob Chandler se consacre à élucider le mystère de ces mastodontes ailés. Quel genre de créatures étaient-ils? Comment s'y prenaient-ils pour chasser et pour tuer leur proie? Quand les oiseaux tueurs sont apparus en Amérique du Sud, voici environ 25 millions d'années, il n'y avait aucun mammifère carnivore capable de rivaliser avec eux. Leur suprématie était complète. Ils pouvaient attraper tout ce qui leur plaisait et le choix était vaste. Le mégathérium était un paresseux géant. Debout sur ses pattes arrière pour brouter aux arbres, il était haut comme un immeuble de 2 étages. Il était 10 fois plus gros que le paresseux moderne. L'incroyable Glyptodon était un végétarien gros comme une auto et caparaçonné comme un char d'assaut. Sa taille et son armure ont pu le protéger des oiseaux tueurs, mais d'autres animaux, tels cet ancêtre du cheval, étaient pratiquement sans défense face aux mâchoires impitoyables d'un oiseau comme l'Andalgalornis. À l'image de l'autruche, qui ne vole pas non plus, les oiseaux tueurs étaient extrêmement rapides. Ils pouvaient courir dans la prairie à plus de 60 km à l'heure. Le succès de la chasse dépendait de ses pointes de vitesse et d'un bon effet de surprise. On peut penser que l'Andalgalornis vivait dans un paysage de savane où il pouvait s'embusquer derrière les hautes herbes. Il devait tuer sa proie, presque sur le coup, d'une seule morsure à la colonne vertébrale. Il avait des griffes de 5 cm de long qu'il plantait dans sa victime pour la plaquer au sol. Ensuite, il déchirait la viande avec son long bec et dévorait l'animal par grosses bouchées. Contrairement au bec des oiseaux modernes, qui sont arrondis, le bec des oiseaux tueurs de la préhistoire était aplati, ce qui le dotait d'un bord mince et acéré. Il était capable de trancher non seulement la chair, mais aussi l'os. Rapide, puissant, terrifiant, l'oiseau tueur n'avait besoin que de quelques minutes pour capturer et dévorer ses proies. Dans sa soif d'en savoir plus sur l'Andalgalornis, Bob Chandler est allé s'informer à une source plus fraîche que les ossements et les fossiles. Pour essayer de se représenter le comportement des animaux disparus, on peut observer celui de leur cousin encore vivant. En ce qui concerne les oiseaux tueurs, il s'agit d'un animal nommé Saryama. Les Saryamas sont les plus proches parents des Phorus rhacoides, comme l'Andalgalornis. Ils avaient un ancêtre commun,
vers moins 30 ou 40 millions d'années. Les Saryama sont plutôt des opportunistes qui mangent ce qui se présente, petits mammifères et petits invertébrés. Tandis qu'un oiseau, comme l'Andalgalornis, est un prédateur actif et dynamique, qui se met à l'affût de ses proies. Même si le Saryama fournit quelques indices sur l'aspect et le comportement de l'Andalgalornis, une pièce indispensable du puzzle manquait encore parmi les fossiles. L'aile n'avait jamais été retrouvée. Les paléontologues supposaient que l'Andalgalornis utilisait surtout ses ailes comme balancier pour maintenir son équilibre. Mais Bob Chandler a fait une découverte qui a permis de résoudre le mystère de l'aile introuvable. Cette surprenante découverte démontre combien ces oiseaux carnivores surpassaient en efficacité tout ce que l'on avait pu imaginer à leur sujet. Il y a 3 millions d'années, le royaume des oiseaux tueurs a changé à tout jamais. L'Amérique du Sud a cessé d'être une île. Elle est entrée en collision avec l'Amérique du Nord, formant ainsi l'isthme de Panama. Les oiseaux tueurs n'étaient plus confinés à leur continent d'origine. Certains ont migré vers le nord, finissant par franchir l'isthme de Panama et colonisant l'Amérique du Nord. La preuve en a été administrée par les eaux de la Santa Fe, en Floride. Cette rivière comprend une sorte de siphon où ont été piégés puis fossilisés les restes des animaux noyés. Pour Bob Chandler, ce fut une mine d'or. Il trouva sous l'eau la solution au mystère de l'aile manquante. C'est très exotique et très fascinant à la fois de plonger sous l'eau, dans le cadre de mes recherches, pour tenter de remonter à la surface des données exploitables. J'ai mis au point un système qui consiste exactement à draguer le lit du fleuve par aspiration. Je récupère des milliers et des milliers de fossiles qui servent à mes travaux et à ceux des autres. C'est un environnement tout à fait différent et c'est très attrayant. Parfois, vous perdez contact avec la réalité en fouillant ces gisements très foisonnants où il y a toujours plus de fossiles. Vous en venez à oublier ce qui nage juste à côté de vous. C'est comme ça que l'un de nos plongeurs s'est retrouvé nez à nez avec un alligator. Chandler a découvert quelques pièces énormes. Ce sont des éléments du Titanis walleri, un oiseau tueur qui vécut jadis en Amérique du Sud. Ces fossiles ont aidé à comprendre bien des mystères concernant ces gigantesques oiseaux de proie. Chandler a comparé ces ossements à ceux de l'Andalgalornis. Ensuite, il s'est envolé pour Chicago afin d'examiner les fossiles rapportés par Elmer Riggs. À titre exceptionnel, Chandler a eu accès aux spécimens originaux conservés au muséum depuis 70 ans. Chandler s'est vite aperçu d'une chose étonnante. Le Titanis walleri était encore plus gros que l'Andalgalornis. Tous les os remontés du fond de la Santa Fe étaient plus grands, d'au moins 1/5, que ceux rapportés par Elmer Riggs. Le Titanis walleri était absolument énorme, un géant parmi les géants. Il mesurait 1,80 m. Mais Chandler venait d'apprendre quelque chose d'encore plus important grâce aux ossements du Titanis. Il venait de trouver la réponse à la question des ailes de l'Andalgalornis. Chez les oiseaux, le bras et la main sont devenus une aile. Les os de la partie supérieure peuvent se loger sous ceux de la partie inférieure, ce qui permet à l'oiseau de replier ses ailes. Chandler disposait maintenant d'une aile d'oiseau tueur, mais elle était plus qu'étrange. Cet os de la main d'un Titanis walleri possède une particularité intéressante. C'est un os soudé. Il présente une extrémité aplatie avec une butée
ce qui l'empêche de se replier sous l'ulnus radius, l'os antérieur de l'aile. En voyant cet os, Chandler sut immédiatement qu'il était en présence du chaînon manquant dans l'histoire de l'Andalgalornis et des oiseaux tueurs en général. La découverte de Chandler concernant l'aile du Titanis walleri jeta un jour nouveau sur l'anatomie des oiseaux tueurs. Chandler fut ainsi conduit à remettre en question les certitudes acquises sur l'aspect et le comportement de ces oiseaux. Ils n'étaient pas simplement des oiseaux aptères, incapables de voler. Ils avaient mis au point un type d'aile spécifique, sans rapport avec aucun autre oiseau, vivant ou disparu. Chandler affirme que leurs ailes fonctionnaient comme des bras puissants, capables de saisir leurs proies et de les manipuler. Ces machines à tuer ont fait main basse sur l'Amérique du Sud pendant plus de 20 millions d'années. Nous connaissons désormais l'une des raisons de leur grand succès. Par une curieuse modification anatomique, leurs ailes sont devenues des armes mortelles qui en ont fait de terribles prédateurs. Ils ont sacrifié leur aptitude à voler au bénéfice d'une plus grande aptitude à tuer. Mais certains n'ont sacrifié ni l'un ni l'autre. S'élevant au-dessus de leur tête, un autre prédateur d'envergure fut le plus grand oiseau de proie de tous les temps. Aujourd'hui, c'est le condor qui patrouille dans le ciel d'Argentine. Ces 2,50 m d'envergure en font le plus grand oiseau actuellement capable de voler. Le condor tue rarement lui-même ses proies. C'est un vautour qui se nourrit de charognes. Mais il y a plusieurs millions d'années, le ciel appartenait à un mastodonte ailé qui surgissait de nulle part pour fondre sur ses proies toutes vives. L'Argentavis magnifique était le plus grand oiseau de tous les temps. Il faisait 8 mètres d'envergure. Plus de 3 fois plus grand que le condor, l'Argentavis avait la taille d'un avion de tourisme. On doit la découverte de cet incroyable géant des airs au professeur Rosendo Pascual du Muséum de la Plata à Buenos Aires. Au début, il ne voulait pas croire que ces os monstrueux puissent appartenir à une créature volante. En cherchant des fossiles de mammifères, nous avons trouvé ces os. Leur minceur nous a laissé penser qu'ils appartenaient à un oiseau. Mais d'après leur dimension, il nous a semblé impossible qu'un oiseau si gros puisse voler. Or, une fois que nous avons déterré le reste des ossements, il n'y a plus de doute possible. C'était vraiment un oiseau et il savait voler. Voilà un humérus provenant de son aile. Et ça, c'est un humérus de condor. Regardez le rapport de taille. Si les proportions de cet os étaient appliquées à tout le reste du corps, les ailes auraient une envergure de 9 mètres. Vous imaginez qu'un oiseau de 9 mètres d'envergure serait capable de voler? L'Argentavis pesait 85 kg et mesurait 1,80 m. Pour ce volatile gargantuesque, prendre l'air semble relever d'un exploit impossible. Ce fut pourtant bien le cas. Considéré comme un cousin du condor, il se pourrait bien que l'Argentavis ait utilisé une méthode analogue pour décoller. Le condor se redresse sur ses pattes, déploie ses ailes et se place face au vent. Une rafale suffisamment forte lui permet alors de décoller.
Mais dans le cas d'un géant comme l'Argentavis, il aurait vraiment fallu un vent à décorner les bœufs. D'où pouvait souffler un tel vent? Quand l'Argentavis peuplait le ciel d'Amérique du Sud, il faut bien se dire qu'il n'existait encore aucune montagne pour faire obstacle au vent océanique. L'Argentavis magnifique n'avait qu'à attendre lui aussi une rafale suffisamment puissante, et il s'élevait dans les airs. Une fois en l'air, devenait-il un prédateur en quête de victimes, ou bien n'était-il qu'un charognard à la recherche de quelques carcasses? Certains spécialistes pensent que c'était un charognard, comme le condor. Mais alors il faudrait que sa tête soit déplumée. C'est un détail anatomique qui évite aux charognards de se retrouver avec de la viande pourrie agglutinée dans les plumes une fois qu'ils ont fini de fourrager dans les entrailles des animaux en décomposition. Or, une récente analyse des os du crâne de l'Argentavis a révélé qu'il avait un long bec crochu et des mâchoires comparables à celles des rapaces modernes. Ce n'était pas un charognard, mais un redoutable prédateur. L'Argentavis fondait sur sa proie du haut des cieux, l'emportait dans les airs et l'avalait d'un trait. Puisque ce n'était pas un charognard, il est clair que l'Argentavis avait des plumes sur la tête. Le portrait du géant est maintenant achevé. Les oiseaux tueurs régnaient sur la terre comme au ciel, mais ils ont été confrontés eux aussi à des forces qui les ont dépassés. Quelque chose se passait en Amérique du Sud, quelque chose qui mettait en péril la faune tout entière. La formation de l'isthme de Panama sur des millions d'années a créé un monde nouveau. Les animaux pouvaient désormais passer d'un continent à l'autre. Ils se mêlaient les uns aux autres et s'affrontaient. Mais ce n'est pas tout. Deux continents étaient entrés en collision. Cela représentait un profond bouleversement pour la Terre. Au fil du temps, tout le reste s'est radicalement modifié. Le sol, la flore, le climat. Les jours des oiseaux tueurs étaient comptés. Certains pensent que la compétition avec des animaux venus du Nord leur fut fatale. D'autres supposent qu'ils sont morts de faim, du fait de la raréfaction de leur proie, qui furent incapables de s'adapter au nouvel environnement, et que le combat pour la vie cessa, faute de combattants. Les membres sud-américains de cette famille se sont peut-être éteints, mais l'histoire de ces géants n'était pas terminée pour autant. Certains oiseaux, comme le Titanis walleri, empruntèrent l'isthme de Panama pour migrer vers l'Amérique du Nord, ce qui les préserva de l'extinction, pour quelque temps. En évoluant de la sorte, ce groupe a connu en fait un grand succès. Son archétype, le Titanis walleri, a réussi à passer d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, où il a vécu en Floride pendant environ 2 millions d'années. Pendant toute cette période, il était en compétition avec divers prédateurs mammifères, et il s'en est très bien sorti. Des paléontologues comme Bob Chandler continuent à chercher à mieux comprendre ce monde mystérieux dans lequel des oiseaux colossaux terrorisaient tout un continent. Désormais, ces géants ont disparu. Mais au fait, en sommes-nous bien certains? Leurs descendants sont toujours parmi nous. Et qui sait quel sort l'évolution leur réserve? Qui sait si, dans un lointain avenir, les oiseaux tueurs ne régneront pas à nouveau sur le monde?
Devenait-il un prédateur en quête de victimes, ou bien n'était-il qu'un charognard à la recherche de quelques carcasses? Certains spécialistes pensent que c'était un charognard, comme le condor. Mais alors il faudrait que sa tête soit déplumée. C'est un détail anatomique qui évite aux charognards de se retrouver avec de la viande pourrie agglutinée dans les plumes une fois qu'ils ont fini de fourrager dans les entrailles des animaux en décomposition. Or, une récente analyse des os du crâne de l'Argentavis a révélé qu'il avait un long bec crochu et des mâchoires comparables à celles des rapaces modernes. Ce n'était pas un charognard, mais un redoutable prédateur. L'Argentavis fondait sur sa proie du haut des cieux, l'emportait dans les airs et l'avalait d'un trait. Puisque ce n'était pas un charognard, il est clair que l'Argentavis avait des plumes sur la tête. Le portrait du géant est maintenant achevé. Les oiseaux tueurs régnaient sur la terre comme au ciel, mais ils ont été confrontés eux aussi à des forces qui les ont dépassés. Quelque chose se passait en Amérique du Sud, quelque chose qui mettait en péril la faune tout entière. La formation de l'isthme de Panama sur des millions d'années a créé un monde nouveau. Les animaux pouvaient désormais passer d'un continent à l'autre. Ils se mêlaient les uns aux autres et s'affrontaient. Mais ce n'est pas tout. Deux continents étaient entrés en collision. Cela représentait un profond bouleversement pour la Terre. Au fil du temps, tout le reste s'est radicalement modifié. Le sol, la flore, le climat. Les jours des oiseaux tueurs étaient comptés. Certains pensent que la compétition avec des animaux venus du Nord leur fut fatale. D'autres supposent qu'ils sont morts de faim, du fait de la raréfaction de leurs proies, qui furent incapables de s'adapter au nouvel environnement, et que le combat pour la vie cessa, faute de combattants. Les membres sud-américains de cette famille se sont peut-être éteints, mais l'histoire de ces géants n'était pas terminée pour autant. Certains oiseaux, comme le Titanis walleri, empruntèrent l'isthme de Panama pour migrer vers l'Amérique du Nord, ce qui les préserva de l'extinction, pour quelque temps. En évoluant de la sorte, ce groupe a connu en fait un grand succès. Son archétype, le Titanis walleri, a réussi à passer d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, où il a vécu en Floride pendant environ 2 millions d'années. Pendant toute cette période, il était en compétition avec divers prédateurs. D'autres oiseaux, vivants ou disparus. Chandler affirme que leurs ailes fonctionnaient comme des bras puissants, capables de saisir leurs proies et de les manipuler. Ces machines à tuer ont fait main basse sur l'Amérique du Sud pendant plus de 20 millions d'années. Nous connaissons désormais l'une des raisons de leur grand succès. Par une curieuse modification anatomique, leurs ailes sont devenues des armes mortelles, qui en ont fait de terribles prédateurs. Ils ont sacrifié leur aptitude à voler au bénéfice d'une plus grande aptitude à tuer. Mais certains n'ont sacrifié ni l'un ni l'autre. S'élevant au-dessus de leur tête, un autre prédateur d'envergure fut le plus grand oiseau de proie de tous les temps. Aujourd'hui, c'est le condor qui patrouille dans le ciel d'Argentine. Ces 2,50 m d'envergure en font le plus grand oiseau actuellement capable de voler. Le condor tue rarement lui-même ses proies. C'est un vautour qui se nourrit de charognes. Mais il y a plusieurs millions d'années, le ciel appartenait à un mastodonte ailé qui surgissait de nulle part pour fondre sur ses proies toutes vives. L'Argentavis magnifique était le plus grand oiseau de tous les temps. Il faisait 8 mètres d'envergure. Plus de 3 fois plus grand que le condor, l'Argentavis avait la taille d'un avion de tourisme.
On doit la découverte de cet incroyable géant des airs au professeur Rosendo Pascual du Muséum de la Plata à Buenos Aires. Au début, il ne voulait pas croire que ces os monstrueux puissent appartenir à une créature volante. En cherchant des fossiles de mammifères, nous avons trouvé ces os. Leur minceur nous a laissé penser qu'ils appartenaient à un oiseau. Mais d'après leur dimension, il nous a semblé impossible qu'un oiseau si gros puisse voler. Or, une fois que nous avons déterré le reste des ossements, il n'y a plus de doute possible. C'était vraiment un oiseau et il savait voler. Les paléontologues supposaient que l'Andalgalornis utilisait surtout ses ailes comme balancier pour maintenir son équilibre. Mais Bob Chandler a fait une découverte qui a permis de résoudre le mystère de l'aile introuvable. Cette surprenante découverte démontre combien ces oiseaux carnivores surpassaient en efficacité tout ce que l'on avait pu imaginer à leur sujet. Il y a 3 millions d'années, le royaume des oiseaux tueurs a changé à tout jamais. L'Amérique du Sud a cessé d'être une île. Elle est entrée en collision avec l'Amérique du Nord, formant ainsi l'isthme de Panama. Les oiseaux tueurs n'étaient plus confinés à leur continent d'origine. Certains ont migré vers le nord, finissant par franchir l'isthme de Panama et colonisant l'Amérique du Nord. La preuve en a été administrée par les eaux de la Santa Fe, en Floride. Cette rivière comprend une sorte de siphon où ont été piégés puis fossilisés les restes des animaux noyés. Pour Bob Chandler, ce fut une mine d'or. Il trouva sous l'eau la solution au mystère de l'aile manquante. C'est très exotique et très fascinant à la fois de plonger sous l'eau, dans le cadre de mes recherches, pour tenter de remonter à la surface des données exploitables. J'ai mis au point un système qui consiste exactement à draguer le lit du fleuve par aspiration. Je récupère des milliers et des milliers de fossiles qui servent à mes travaux et à ceux des autres. C'est un environnement tout à fait différent et c'est très attrayant. Parfois, vous perdez contact avec la réalité en fouillant ces gisements très foisonnants où il y a toujours plus de fossiles. Vous en venez à oublier ce qui nage juste à côté de vous. C'est comme ça que l'un de nos plongeurs s'est retrouvé nez à nez avec un alligator. Chandler a découvert quelques pièces énormes. Ce sont des éléments du Titanis walleri, un oiseau tueur qui vécut jadis en Amérique du Sud. Ces fossiles ont aidé à comprendre bien des mystères concernant ces gigantesques oiseaux de proie. Chandler a comparé ces ossements à ceux de l'Andalgalornis. Ensuite, il s'est envolé pour Chicago afin d'examiner les fossiles rapportés par Elmer Riggs. À titre exceptionnel, Chandler a eu accès aux spécimens originaux conservés au muséum depuis 70 ans. Chandler s'est vite aperçu d'une chose étonnante. Quand les oiseaux tueurs sont apparus en Amérique du Sud, voici environ 25 millions d'années, il n'y avait aucun mammifère carnivore capable de rivaliser avec eux. Leur suprématie était complète. Ils pouvaient attraper tout ce qui leur plaisait et le choix était vaste. Le mégathérium était un paresseux géant. Debout sur ses pattes arrière pour brouter aux arbres, il était haut comme un immeuble de 2 étages. Il était 10 fois plus gros que le paresseux moderne.
L'incroyable Glyptodon était un végétarien gros comme une auto et caparaçonné comme un char d'assaut. Sa taille et son armure ont pu le protéger des oiseaux tueurs, mais d'autres animaux, tels cet ancêtre du cheval, étaient pratiquement sans défense face aux mâchoires impitoyables d'un oiseau comme l'Andalgalornis. À l'image de l'autruche, qui ne vole pas non plus, les oiseaux tueurs étaient extrêmement rapides. Ils pouvaient courir dans la prairie à plus de 60 km à l'heure. Le succès de la chasse dépendait de ses pointes de vitesse et d'un bon effet de surprise. On peut penser que l'Andalgalornis vivait dans un paysage de savane où il pouvait s'embusquer derrière les hautes herbes. Il devait tuer sa proie, presque sur le coup, d'une seule morsure à la colonne vertébrale. Il avait des griffes de 5 cm de long qu'il plantait dans sa victime pour la plaquer au sol. Ensuite, il déchirait la viande avec son long bec et dévorait l'animal par grosses bouchées. Contrairement au bec des oiseaux modernes, qui sont arrondis, le bec des oiseaux tueurs de la préhistoire était aplati, ce qui le dotait d'un bord mince et acéré. Il était capable de trancher non seulement la chair, mais aussi l'os. Rapide, puissant, terrifiant, l'oiseau tueur n'avait besoin que de quelques minutes pour capturer et dévorer ses proies. Dans sa soif d'en savoir plus sur l'Andalgalornis, mais dans le cas d'un géant comme l'Argentavis, il aurait vraiment fallu un vent à décorner les bœufs. D'où pouvait souffler un tel vent? Quand l'Argentavis peuplait le ciel d'Amérique du Sud, il faut bien se dire qu'il n'existait encore aucune montagne pour faire obstacle au vent océanique. L'Argentavis magnifique n'avait qu'à attendre lui aussi une rafale suffisamment puissante, et il s'élevait dans les airs. Une fois en l'air, devenait-il un prédateur en quête de victimes, ou bien n'était-il qu'un charognard à la recherche de quelques carcasses? Certains spécialistes pensent que c'était un charognard, comme le condor. Mais alors il faudrait que sa tête soit déplumée. C'est un détail anatomique qui évite aux charognards de se retrouver avec de la viande pourrie agglutinée dans les plumes une fois qu'ils ont fini de fourrager dans les entrailles des animaux en décomposition. Or, une récente analyse des os du crâne de l'Argentavis a révélé qu'il avait un long bec crochu et des mâchoires comparables à celles des rapaces modernes. Ce n'était pas un charognard, mais un redoutable prédateur. L'Argentavis fondait sur sa proie du haut des cieux, l'emportait dans les airs et l'avalait d'un trait. Puisque ce n'était pas un charognard, il est clair que l'Argentavis avait des plumes sur la tête. Le portrait du géant est maintenant achevé. Les oiseaux tueurs régnaient sur la terre comme au ciel, mais ils ont été confrontés eux aussi à des forces qui les ont dépassés. Quelque chose se passait en Amérique du Sud, quelque chose qui mettait en péril la faune tout entière. La formation de l'isthme de Panama sur des millions d'années a créé un monde nouveau. Les animaux pouvaient désormais passer d'un continent à l'autre. Ils se mêlaient les uns aux autres et s'affrontaient. Mais ce n'est pas tout. 2 continents étaient entrés en collision. Cela représentait un profond bouleversement pour la Terre. Au fil du temps, tout le reste s'est radicalement modifié. Le sol, la flore, le climat. Les jours des oiseaux tueurs étaient comptés. Certains pensent que la compétition avec des animaux venus du Nord leur fut fatale. D'autres supposent qu'ils sont morts de faim, du fait de la raréfaction de leurs proies, qui furent incapables de s'adapter au nouvel environnement, et que le combat pour la vie cessa, faute de combattants. Les membres sud-américains de cette famille se sont peut-être éteints, mais l'histoire de ces géants n'était pas terminée pour autant. Si,
une rafale suffisamment puissante et il s'élevait dans les airs. Une fois en l'air, devenait-il un prédateur en quête de victimes ou bien n'était-il qu'un charognard à la recherche de quelques carcasses? Certains spécialistes pensent que c'était un charognard, comme le condor. Mais alors il faudrait que sa tête soit déplumée. C'est un détail anatomique qui évite aux charognards de se retrouver avec de la viande pourrie agglutinée dans les plumes une fois qu'ils ont fini de fourrager dans les entrailles des animaux en décomposition. Or, une récente analyse des os du crâne de l'Argentavis a révélé qu'il avait un long bec crochu et des mâchoires comparables à celles des rapaces modernes. Ce n'était pas un charognard, mais un redoutable prédateur. L'Argentavis fondait sur sa proie du haut des cieux, l'emportait dans les airs et l'avalait d'un trait. Puisque ce n'était pas un charognard, il est clair que l'Argentavis avait des plumes sur la tête. Le portrait du géant est maintenant achevé. Les oiseaux tueurs régnaient sur la terre comme au ciel, mais ils ont été confrontés eux aussi à des forces qui les ont dépassés. Quelque chose se passait en Amérique du Sud, quelque chose qui mettait en péril la faune tout entière. La formation de l'isthme de Panama sur des millions d'années a créé un monde nouveau. Les animaux pouvaient désormais passer d'un continent à l'autre. Ils se mêlaient les uns aux autres et s'affrontaient. Mais ce n'est pas tout. Deux continents étaient entrés en collision. Cela représentait un profond bouleversement pour la Terre. Au fil du temps, tout le reste s'est radicalement modifié. Le sol, la flore, le climat. Les jours des oiseaux tueurs étaient comptés. Certains pensent que la compétition avec des animaux venus du Nord leur fut fatale. D'autres supposent qu'ils sont morts de faim, du fait de la raréfaction de leurs proies, qui furent incapables de s'adapter au nouvel environnement, et que le combat pour la vie cessa, faute de combattants. Les membres sud-américains de cette famille se sont peut-être éteints, mais l'histoire de ces géants n'était pas terminée pour autant. Certains oiseaux, comme le Titanis walleri, empruntèrent l'isthme de Panama pour migrer vers l'Amérique du Nord, ce qui les préserva de l'extinction, pour quelque temps. En évoluant de la sorte, ce groupe a connu en fait un grand succès. Son archétype, le Titanis walleri, a réussi à passer d'Amérique du Sud en Amérique du